Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Cet épisode-là est important. Il est important parce que je suis certaine qu'il va soulever pas mal de « moi aussi ». Parce que c'est bien trop souvent la réaction qu'on obtient quand on commence à parler de troubles du comportement alimentaire. Constance est épanouie professionnellement. Elle a monté Constance Elle, son entreprise de création de bijoux, il y a 13 ans, avec succès. Elle est folle amoureuse de Pierre, avec qui elle partage sa vie depuis quelques années. Et elle est la maman d'Ella et Joseph, qui la comble de joie. Mais dans la vie de Constance, il y a une ombre au tableau, qui plane au-dessus d'elle depuis très longtemps. Cette ombre, elle s'appelle boulimie. Avec Constance, on parle de l'impact de ce trouble dans sa vie de femme, mais aussi dans sa vie de maman. Comment se passe une grossesse quand on vit avec un trouble de l'alimentation ? Comment fait-on pour ne pas transmettre nos angoisses alimentaires à nos enfants ? Il n'y a pas forcément de bonne réponse à ces questions, mais on tente au moins d'en discuter. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Constance. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Constance. Je suis la maman de Ella qui a 3 ans et Joseph qui a 18 mois. Je suis la femme de Pierre également. Et je suis créatrice de bijoux de la marque Constance Elle depuis maintenant 13 ans. 13 voilà. ans, ouais, déjà. Je me suis rendu compte de ça. Ton premier bébé est adolescent. Oui, voilà, en pré-ado. Ouais, c'est ça. Ça passe vite, hein ? Ouais, super vite. Je vais te poser la question traditionnelle, tu ne vas pas y échapper, de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Oui, puis non, puis oui. Alors, explique-nous tout ça. Oui, j'ai quand même un peu réfléchi à cette question ce matin. Elle n'a plus aucun mystère. Oui, non, parce que je me suis dit, tu poses une question. Après, c'est du hasard, mais celle-ci, c'est pas du hasard. Voilà. Non, alors, pendant ma jeunesse, je me suis pas posé la question, mais pour moi, ça coulait de source, en fait, que j'allais être maman. Ouais. Et puis... vers la vingtaine, j'ai eu quand même une période où je voulais plus du tout d'enfants, qui était une période assez sombre où je pense que j'ai fait une petite dépression à ce moment-là, voilà. Et là, j'ai eu quand même bien 4-5 ans où c'était vraiment pas possible pour moi, voilà. Et puis, c'est revenu quand j'ai rencontré Pierre, c'est vrai que du coup, l'envie est revenue. Et quand l'envie revient, il est revenu très fort. Ouais, voilà. C'était le moment. It was time. Ouais, c'est ça. Je vais revenir sur ce oui et ce non. Ouais. Quand tu étais plus petite, pour toi, ça voulait dire quoi être mère ? C'était une bonne question. Je sais, j'aime bien poser des bonnes questions. Pour moi, être mère, c'était avoir une famille, surtout. C'était d'être un peu une tribu, c'était je me voyais pas être mère sans être en couple. Donc il y avait vraiment ce truc, je me voyais pas non plus mère d'un enfant unique. Pour moi il y avait cette idée d'être une famille en fait en étant mère. Voilà. Après la responsabilité liée à tout ça, je pense m'a toujours fait méga flipper. J'ai toujours une maman d'ailleurs qui est très maman poule, présente, qui vit pour ses enfants. Ouais. Donc voilà, être mère, c'était aussi tout ce côté très louve, quoi, un peu. Ok. Et quand tu voulais plus, quand c'était un non, ça voulait dire quoi ? Enfin, qu'est-ce que ça a remué ? Ouais, je pense que du coup, c'est tout ce truc lié à la responsabilité. J'étais complètement... Je me sentais plus capable de m'occuper de moi, donc j'étais complètement incapable d'envisager d'être mère, en fait.
Donc pour moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais quand même bien dans une détresse psychique qui faisait que je ne me voyais plus mère. Et je pense que j'en ai beaucoup parlé aussi à ce moment-là à mes parents. Et je pense que c'était une sorte de peut-être de SOS aussi. Je me sens plus capable de faire des projets finalement. Bah, c'est ça, c'est un peu au-delà de la maternité, c'est se dire quelle est la suite, est-ce que je vois une suite en fait. C'est ça. Et je pense que je l'ai compris plus tard parce que j'étais quand même assez jeune. Et puis c'était au moment où j'ai monté mon entreprise aussi. Et donc j'ai tout donné dans le travail. C'était vraiment une période de ma vie où mon travail c'était tout. Ouais. Et il y a quand même un truc positif dans tout ça, c'est que ça a bien marché et je me suis quand même accomplie professionnellement. Avant de sauter. Oui, avant de sauter dans le bain de la maternité. Ouais. Voilà, il y a eu ce truc un peu ambivalent de le taf, ça marche, je me donne à fond, et puis ce truc-là perso où c'était un peu plus compliqué, et donc là, la maternité, c'était un grand non, quoi. Mais la maternité et les relations amoureuses, c'était vraiment... j'étais plus du tout dans tout ça, quoi. Oui, parce qu'en fait, tu peux pas tellement t'occuper de quelqu'un d'autre quand toi, tu vas pas bien. Ouais. Complètement. C'est un peu l'histoire des... on en parle souvent quand on parle de prendre soin des mères et tout ça, tu peux pas remplir un verre ou un récipient si le tien est vide, en fait. C'est vrai. Ça marche pas. Ça, on met un petit temps à le comprendre, mais en effet, on est le pilier quand même. Enfin, on est le pilier. C'est vrai qu'il faut être bien dans ses pompes. Alors, on n'est jamais à 100% bien, mais il faut être un minimum bien dans ses pompes pour apporter... ce qu'il faut à sa tribu. Ouais, carrément. Mais carrément. Mais puis, mais parce que tu as ce truc de mère, t'en parles en fait, quand tu parles de l'expérience que tu as eue, toi, avec ta maman, de cette maman poule qui donne tout à ses enfants, presque sacrificielle, mais sans... Voilà, c'est pas péjoratif quand je dis ça, tu vois, mais c'est vraiment tout donner pour ses enfants. Et se dire qu'en fait, si t'as rien à donner... tu peux pas y aller, tu vois. Après, moi, je le vois pas, quand tu dis pas péjoratif, je le vois pas forcément comme quelque chose de très positif non plus. Non, mais... Parce que tu vois, moi, je donne énormément à mes enfants, tout ça, mais je pense que j'ai pris un peu le contre-pied. Je dis toujours à mes copines que je suis pas née pour être mère, c'est pas inné en moi, alors que mes enfants sont évidemment la chose la plus importante et tout ça, mais il y a ce truc de non, c'est pas toute ma vie, quoi. J'ai plein de piliers importants et je pense qu'en effet, je veux pas mettre mes œufs dans le même panier parce que je vois, c'est sûr que j'ai eu un modèle comme ça de maman qui nous a tout donné. Donc, on a été chéris, plus que chéris, mais c'est vrai que... En fait, je voulais pas dire forcément dans le sens péjoratif, mais plutôt dire sans jugement, tu vois. Oui, plutôt ça. Oui, c'est genre, par contre, ça, carrément, moi aussi, je suis... Sachez, chacun fait bien ce qu'il a envie de faire. Non, mais complètement. Et vit ça comme il l'entend. Et puis, quand tu parles d'œufs dans le même panier, pour moi, je vois vraiment ce truc d'en fait, tu peux pas... Enfin, à mon sens, c'est pas une vérité universelle, c'est vraiment ce que j'imagine, mettre ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, même si ce sont tes enfants. Parce que ça veut dire qu'à un moment, tu seras forcément déçu. Et qu'il y aura forcément une source de douleur ou de peine, parce que tes enfants, ils sont là aujourd'hui, mais à un moment, ils vont vivre leur vie. Ouais. Et eux, ils vont avoir... Et t'as souvent ce truc-là, moi, je sais que j'en entends beaucoup parler, de dire, mais... après tout ce que je lui ai donné, il s'en va. En fait, c'est le but. Nous aussi, en tant que personne, à un moment, on est allé vivre notre vie. On a quitté le nid, on est parti de chez nos parents, de là où on a grandi, pour vivre sa propre vie. Et c'est juste la logique des choses. C'est une suite logique. Carrément. Mais donc, du coup, quand tu donnes tout pour tes enfants, le jour où ils sont plus là, il te reste quoi ? C'est ça. C'est un vide, à mon avis, ça doit être terrible. Terrible. Je dis pas que ça doit pas être, dans tous les cas, je pense que c'est un moment difficile, même si t'as d'autres choses, tu vois, mais quand t'as que ça, c'est un peu... Comme tu peux pas tout miser sur ton taf, ou sur ton mec, ou... en fait, oui, c'est quand même bien d'avoir un équilibre, parce que quand il y a un des piliers qui s'écroule, mon Dieu... Et puis, c'est toujours, tu vois, mettre le bonheur sur autre chose que sur soi-même. Oui, tout à fait. Tu vois, tu parles de taf, de ton mec, des enfants, mais en fait, tu le mets sur autre chose que sur soi-même. Alors qu'en fait, on est les seuls responsables de ça. C'est-à-dire que si on veut du changement, c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait du changement, et on peut pas l'attendre d'autres personnes. Ça marche pas, parce qu'on est toujours déçus. Et parce que c'est pas exactement ce à quoi on avait pensé, ce qu'on espérait. Donc, mais bon.
J'aime bien faire des apartés, tu vois. Ah ça non, fait 8 mais minutes, on est déjà parti loin. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, en tout cas. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi ça a changé? Enfin, ce moment de, tu dis, ben non, un peu de down, hein, finalement. Ouais, alors, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Ah, mettons les pieds dans le plat. J'adore mettre les pieds dans le plat. Je pense que c'est important d'en parler. Moi, c'est très lié à des troubles alimentaires. Donc, moi, je suis malade depuis... Parce que je considère que c'est une maladie complètement mentale, mais c'est une maladie. Ah bah alors, attends. Les maladies mentales sont des maladies. Oui, oui. Attention. Mais tu vois, tout le monde... Il y a quand même de moins en moins, mais il y a un petit débat là-dessus quand même. Alors, de moins en moins, non, pas tellement. Parce qu'en fait, oui. parce qu'on vit dans des sphères où on a l'impression que c'est moins tabou et qu'on en parle plus. Dans la réalité, dans la vraie vie, avec tous les gens de la vraie vie, c'est encore très, 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 très tabou. Oui, c'est très tabou. T'as l'impression que... heureusement pas tout le monde, mais parfois toutes ces maladies mentales que finalement mais attends, tu peux t'en sortir demain, tu peux le décider. Voilà, tu peux le décider, c'est plus complexe que ça, c'est pas vrai en plus. Donc voilà, moi j'ai quand même j'ai un trouble alimentaire depuis que j'ai 15 ans, même avant, mais en tous les cas je l'ai conscientisé quand j'avais 15-16 ans, qui est la boulimie, et donc qui est un trouble alimentaire qui ne se voit pas vraiment physiquement en plus, puisque ça a moins d'incidence sur le poids que l'hyperphagie et l'anorexie. Donc voilà, donc j'ai tout ce truc-là, ce qui me suit depuis longtemps, et à 20 ans, voilà, il y a eu plein de choses. J'étais à Paris, donc j'ai quitté Lille, je me suis retrouvée toute seule en appartement, et là voilà, tous ces troubles alimentaires ont pris une place énorme dans ma vie, qui m'ont fait complètement perdre, décarrocher complètement. J'ai réussi à finir mes études, mais c'était vraiment très compliqué. Je suis rentrée à Lille, j'étais perdue, et à ce moment-là, c'est un peu flou tous ces souvenirs-là, mais je sais que je me suis vraiment... voilà, heureusement, j'ai eu Constance, elle, qui a éclos à ce moment-là, ce qui est complètement dingue, parce que c'était un moment où j'étais vraiment pas bien, mais voilà, j'ai eu des gens qui m'ont tendu la main professionnellement, et qui ont fait que les bijoux, qui étaient au début un petit passe-temps passion, sont devenus ma profession. Mais voilà, plus Constance elle montait, plus moi ça allait mal, et donc à ce moment-là j'ai pris aussi 30 kilos. Voilà, il y a tout un rapport au corps quand même avec les troubles alimentaires qui est assez, enfin, ça va de pair en fait, hein. Tu te vois pas grossir, tu te vois pas maigrir, tu te vois pas, je sais plus comment ça s'appelle, la dysmorphie, je crois. Dysmorphologie, je sais plus. Ouais, quand tu vois pas vraiment à quoi tu ressembles, donc il y a tout ce truc. Tu sais, je vais pas te laisser seule là-dedans, je vis aussi ça. Ah. Bah c'est pas évident, non, et et ça va, et la vie va vite, et en fait je me suis rendu compte que ça a duré 5 ans de je me regardais plus, je travaillais. Et puis toute cette période-là, en effet, je ne faisais que dire je veux plus d'enfants, mais je pense que c'était aussi un petit SOS déguisé. Je me suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte maintenant, de dire en fait, regardez comme je suis plus capable de prendre soin d'autre chose finalement. Et heureusement, j'ai mon taf qui m'a sauvée là pour le coup, je pense un peu aussi. Et puis avoir un enfant, ça fait quelque chose au corps aussi. Est-ce que toi, ça a été un sujet? Alors, il n'y a plus de chronologie, là, on s'en fiche. Oui, c'est vrai. Peu importe, en fait. Mais est-ce que, au moment de ta première grossesse, est-ce que ça a été quelque chose qui t'a fait réfléchir, qui t'a fait peur, et à laquelle t'as pensé? Énormément, puisque, pareil, lié à ma maladie, donc tout ce truc de poids qui me fait flipper, j'ai aussi énormément d'angoisse par rapport aux chiffres de la balance. Donc je peux déplacer ma balance dans toute la pièce pour perdre 100 grammes. Tu
Je l'entends bien. C'est-à-dire que moi, je ne monte pas sur la balance. Enfin, moi, je ne peux pas monter sur la balance. C'est-à-dire que je ne le fais plus parce que je sais ce que ça veut dire et ce que ça peut déclencher. Tu sais, c'est comme quand tu fumes une cigarette alors que tu es détoxifié. Moi, je suis détoxifiée de la balance. Il ne faut pas que je monte dessus. C'est pas possible. Je sais même pas combien je pèse. Ah ouais, moi, j'aimerais, mais à chaque fois, je la ressors. Mais bon, il faudrait que je la jette, en fait. Bon, moi, j'en ai une en dessous de l'évier qui ne sert à rien, d'ailleurs. Qui prend la poussière. C'était même pas à moi. Moi, j'en ai pas acheté. C'était à mon mec. Ah ouais. Donc quand on emménage ensemble, elle était là, mais moi je ne monte pas dessus, je ne peux pas, c'est pas possible. À la seconde où je monte dessus, je sais que c'est foutu. Ça peut devenir très très obsessionnel, c'est insupportable. C'est fou, hein, alors que c'est un chiffre. C'est juste un chiffre et ça veut rien dire parce que tu peux physiquement changer sans que ce chiffre ne change. Alors complètement. Ou même il peut augmenter et tu parais plus fit. Enfin, tout à fait. T'as fait du sport, t'es machin. L'important c'est de rentrer dans ton jean. Ouais. Mais bon, j'ai ce truc-là du chiffre. Oui, mais c'est pas, c'est un TOC en fait, c'est un trouble obsessionnel compulsif, ça s'appelle. Ouais. Oui, bah pour moi, de toute façon, je vois la boulimie comme une addiction. Pour moi, ouais, bah je pense. Alors, je suis pas professionnelle de santé, mais j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes mécanismes. C'est exactement les mêmes mécanismes et bon, bref. Mais en effet, le chiffre et la balance en est un aspect un peu sympa. Et c'est vrai pendant la grossesse. Et quand tu te pèses, tu grossis. Donc oui, moi j'avais une énorme angoisse de prendre beaucoup de poids et surtout de ne pas les perdre après. J'avais peur de repartir du coup. Comme j'ai pris du poids, du coup, aïe, après l'accouchement, ça veut dire que si je fais au-dessus de tel poids, je vais repartir dans une boulimie extrême, je vais reprendre du poids, je vais repartir dans un cercle vicieux. Je sais pas, j'avais ce truc-là en tête. J'en ai parlé assez vite à ma gynéco, à ma sage-femme. J'ai pas parlé du fait que j'étais boulimique parce que j'avais peur qu'elle me juge de vomir enceinte, clairement. J'avais très peur que les gens autour de moi, enfin le corps médical soit pas bienveillant, alors que je pense que... je pense qu'ils auraient pu t'aider en fait, ils auraient pu te tendre la main et te diriger vers des professionnels qui auraient pu t'accompagner. Oui, mais j'ai fait des accompagnements, j'en ai fait plein. Hein. Ouais. Là, je suis accompagnée par plusieurs personnes qui sont top. Là, je suis contente en ce moment, mais c'est vrai que oui, j'aurais pu. Après, on refait pas l'histoire. Non, tu vois. L'important, c'était pour moi de le dire surtout à mon mec, parce que c'est son enfant aussi que je porte, et lui, elle m'a absolument jamais jugée, et voilà. D'ailleurs, ce qui est cocasse, c'est qu'il est cuisinier quand même. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, tu sais, là, je me dis, quand même, la va à fond. Il y a des choses qui sont écrites. Hein. Quand tu vois que moi, la bouffe est tout un sujet, enfin bref. Ouais, non, mais oui, c'est marrant quand même. C'est peut-être que c'est ta main tendue pour te réconcilier avec le sujet. Ah oui, carrément. Bah, il m'a bien réconciliée quand même. Du coup, quand tu l'as rencontré, ce fameux Pierre, est-ce que tu lui as parlé de ces troubles-là ? Est-ce que tu lui as parlé de ce mal-être lié à ça ? Assez vite. Bon, pas tout de suite, hein, mais assez vite, il savait que j'avais fait du yo-yo, que j'avais perdu beaucoup de poids, que j'avais pris beaucoup de poids, que je l'avais reperdu, mais oui, peut-être au bout d'un an de relation. Ouais. Je me souviens quand je lui ai dit en plus. Je pense que lui doit plus s'en souvenir, mais oui, c'était. Je me souviens, on était dans notre lit et je lui ai dit bon, j'ai un truc que je t'ai jamais dit, c'est un méga secret. J'en parlais beaucoup moins ouvertement à l'époque. Et j'avais besoin surtout de lui expliquer. Donc j'ai pris le temps de bien lui expliquer tout ce que ça a engendré, vraiment surtout dans la place que ça prenait dans ma tête et tout ça. Et il m'a jamais jugée de toutes les façons. Il t'a posé des questions ? Enfin, est-ce qu'il a été curieux de ça ? Est-ce qu'il a... Je pense qu'il m'a pas posé tant de questions que ça parce que j'ai vraiment bien expliqué. Mais non, il me pose pas plus de questions que ça. Ok. Mais il sait. Il sait. Est-ce que c'est un sujet que tu as abordé avec ton entourage, avec ta famille ? Oui, puisque mes parents je dis que mon travail m'a sauvée quand j'avais 25-26 ans, mais là, il y a peu de gens aussi qui le savent, mais j'ai eu une petite opération à 26 ans qui m'a vraiment sortie de la galère. On m'a gonflé un ballon dans l'estomac. D'accord. Pendant 6 mois.
4 mois, 6 mois, bref. Qui après on me l'a enlevé, qui m'a permis en fait de ne plus faire de crise de boulimie. Et donc ça m'a vachement apaisée, ça m'a permis de perdre du poids, donc en fait ça a rééquilibré un peu tout ça, et ça c'est mes parents qui m'ont accompagnée, qui me l'ont payé aussi, ils m'ont payé l'opération, tu vois, alors que je travaillais et tout, mais donc si mes parents le savaient, mes amis proches, et maintenant que je suis plus mature, plus âgée, tout ça, beaucoup de gens le savent. Oui, t'as libéré la parole aussi, tu te sens plus à l'aise avec la preuve. Il y a beaucoup moins de honte avec ça, j'étais très honteuse. Donc, Donc, ça se passe bien avec ce petit Pierre, pas du tout petit d'ailleurs, ce Pierre. Ça se passe très bien. Vous décidez d'avoir un enfant. Ouais. Comment ça se passe cette décision-là, dans ta tête, dans ton corps et dans ton couple ? Dans mon corps, c'était une période où j'étais très bien dans mon corps, dans mon couple, dans ma tête, dans ma vie globale. J'avais de plus en plus envie de maternité. Autour de moi, il y avait quand même des petits bébés qui arrivaient. Je sentais que c'était... on s'était pas encore mariés, mais Pierre m'avait demandé en mariage... l'été d'avant, et puis moi je lui en parlais déjà depuis un an. Je lui disais après le mariage je me sens prête et tout ça, et puis lui il a eu besoin d'un peu plus de temps pour, enfin on en a parlé un an avant le mariage, mais un peu plus de temps pour se faire à l'idée, et puis en fait on a décidé d'essayer. Et puis, on fait partie de ces couples qui ont beaucoup de chance parce que ça a marché tout de suite. Ah, ça c'est chouette. Ouais. Ça, donc, c'est je me suis chouette. mariée enceinte finalement. Mais c'était le tout début. Ok. Bon, on a fait une super annonce au mariage. Ça, c'était trop bien. vous l'avez annoncé au mariage ? Au mariage, j'étais à 2 mois et demi, 3 mois. Donc, c'était trop bien. Ouais, c'est trop cool. Annonce au mariage. Non, mais ta méga surprise et tout. J'étais en folie, quoi. C'est chouette. Ouais. Ça fait un beau souvenir en plus. Mais du coup, t'as tenu ta langue les 3 premiers mois ? Pas pour tout le monde, mais oui, parce que je l'ai appris, j'ai fait le test, j'étais en vacances avec des potes, et lui était en EVG pendant une semaine. Et donc j'étais là, va falloir garder ça pour moi pendant une semaine, donc il y avait quand même eu mes copines qui l'ont su. Oui, attends, c'est quand même une information majeure que tu peux pas... Je fais pas partie non plus de ces gens qui sont très... Enfin, moi j'ai besoin de le dire, je suis pas trop... De toute façon, s'il y avait eu un pépin, j'aurais eu besoin d'aide, donc... Oui, c'est vrai. Donc, non, mais ça, c'est tellement ok vrai. de le dire, quoi. Carrément. Ton premier enfant est une petite fille. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu envie, désiré de connaître son sexe avant la naissance ? Oui, moi je voulais un garçon. Ah ouais, pourquoi ? Parce que... On en revient toujours au même sujet, mais qui prend beaucoup de place dans mon cerveau. Tu sais, cette question n'est absolument pas anodine. Hein. Genre, vraiment pas. Voilà. Parce que pour moi, fille veut dire trouble de l'alimentation, encore une fois. Mais cette peur c'est pas terrible. Parce que c'est quand même majoritairement des filles qui sont concernées, majoritairement des femmes. Je ne connais pas les chiffres, je les ai pas en tête, mais c'est quand même majoritairement des femmes qui sont concernées pour plein de raisons, qui sont sociétales, majoritairement sociétale d'ailleurs. Donc c'est compréhensible. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. J'avais peur de la transmission parce que ma mère aussi a des troubles de l'alimentation. Mon père, c'est pas non plus fluide, mais je pense que c'est très lié aussi à ma mère qui, elle, est plutôt dans l'extrême... trop plus vers l'anorexie, tout ça, mais bon, voilà, il y a un truc de transmission qui m'a fait hyper peur avec une fille. Je me suis dit, oulala, fille égale compliqué, mal dans sa peau, trouble de l'alimentation, package un peu costaud. Et donc, je me souviens, parce qu'on m'a dit, c'est un garçon. Ah ouais ? À la première écho. Et à la deuxième écho, on m'a dit, c'est une fille. Donc, tu es la preuve que ce truc parce qu'à l'écho, il te dit c'est 80%. Tu es la preuve qu'en effet, c'est pas 100% sûr. Non, c'est pas toujours sûr. Non. Et donc, du coup, je me souviens, j'étais à l'HPVA quand j'ai appris ça. Je suis allée m'allonger sur les douche sièges. froide, quoi. Et il y a eu 2-3 jours vraiment dans ma tête où je me suis dit aïe. Et puis voilà, après, c'était ok. Mais ça a été dur quand même, ça.
Mais avoir une fille quand t'es une femme, ça te renvoie, ça te renvoie à ton image en fait. C'est toi que tu vois. Ça te renvoie à ton histoire, ça te renvoie à ta relation que t'as avec ta mère, ça te renvoie à beaucoup de choses. C'est vrai que j'étais plus cool sur l'idée de me dire j'ai un petit boy, j'ai l'impression que ça déménage à fond, mais c'est simple, alors que je pense pas que tous les garçons soient simples, mais toi il y a un truc un peu plus, je sais pas... ça te faisait moins peur mesuré, en tout cas. Ouais, ça me faisait moins peur. Le côté psychologique de la fille à élever, waouh. C'est pas simple. Non. Et puis en vrai ça l'est pas, parce qu'il y a plein de paramètres qu'il n'y a pas... Alors, toi, moi de plus, aujourd'hui, t'as un petit garçon aussi, donc enfin, après, ils sont petits. Mais il y a quand même vraiment des paramètres qui sont différents. Oui. Tu prépares pas une fille à la vie comme tu prépares un garçon à la vie. C'est clair. Et je sais pas si c'est plus simple d'avoir un garçon ou une fille, en vrai, je saurais jamais. Je pense que les problèmes sont pas les mêmes. Ouais, c'est juste pas les questionnements. C'est pas la même chose. Ouais. Mais quand t'as ce truc de trouble alimentaire dans ta vie, c'est hyper dur parce que t'as pas envie de transmettre, mais t'as pas envie non plus de... En fait... Enfin, là, je dis tu, mais c'est je que je dis. C'est vraiment ce truc de... moi, je suis hyper à cheval. Alors, c'est apparenté, en plus, au trouble alimentaire, mais sur ce qu'elle mange de... il faut pas qu'il y ait trop de junk food, il faut pas qu'il y ait trop de... Enfin, tu vois, c'est hyper... il faut qu'elle ait les bons apports, et c'est pas tellement physiquement en termes de poids, c'est vraiment en termes de santé. De dire, il faut qu'elle mange autant de légumes, il faut qu'elle ceci, qu'elle cela, parce qu'en fait, moi, je vrille très facilement sur ce sujet-là. Moins maintenant, mais en tout cas, quand elle était bébé, c'était insupportable. Enfin, j'étais vraiment très relou. Et en fait... Alors, mon mec m'a jamais dit, mais je crois que je lui ai jamais vraiment parlé de ce côté trouble alimentaire. Je crois que ce podcast sert un peu de révélation. Mais j'en parle très peu pour plein de raisons d'histoire familiale. Oui. N'est-ce pas, la fameuse. Non, mais clairement, je pense que ça vient de l'enfance. Ah, mais c'est une transmission. Et je pense que ma mère m'en voudra pas de le dire parce que voilà, mais ma mère a des troubles alimentaires depuis toujours en fait. Qui est plutôt de l'ordre de l'hyperphagie pour le coup. Moi, j'ai eu des troubles anorexiques quand j'étais adolescente. Et pour moi, le poids a toujours été... Enfin, le poids n'a jamais été un sujet parce qu'en fait, naturellement, bon, avec l'âge moins, mais naturellement, je ne prenais pas de... Enfin, genre, si je mangeais un truc au chocolat, j'en avais rien à faire parce qu'en fait, je ne prenais pas de poids naturellement. J'ai ma physionomie qui était comme ça. Et c'est un sujet qu'on m'a beaucoup reproché. Parce que j'avais pas, je pouvais pas comprendre la situation de ma mère et d'autres personnes de ma famille qui étaient dans un effet inverse avec hyperphagie et boulimie aussi et tous ces sujets-là que moi je ne connaissais pas et donc du coup ça a développé des troubles inverses. Putain, c'est fou. Hein. C'est dingue, hein. Non mais oui. Moi tu vois ma mère hyper quand même anorexique, tout ça. Carré. Et moi, hop, je prends contre-pied. Enfin, tu te rends compte que... Mais ça, après, il n'y a pas de fatalité dans le... Enfin, on a toujours peur de la transmission, mais en fait, le vrai truc, c'est que si t'en parles et que si tu te fais accompagner et que, en fait, les transmissions se font différemment. En fait, à partir du moment où tu te comprends et tu comprends que tu as un trouble et que tu adaptes ce genre de choses, mais en fait, ça va pas forcément se transmettre. Moi, je sais qu'avec ma fille, moi, en interne avec moi-même, je fais attention à ce que son alimentation soit la plus équilibrée possible, mais je pense que des parents qui n'ont pas de troubles alimentaires réagissent presque comme ça. C'est juste que c'est moins... Moi, c'est très internalisé, ça cogite et je calcule pas les calories, je calcule pas tout ça. Non, mais je fais attention à l'équilibre alimentaire sur la semaine. Et je sais que mon mec, beaucoup moins. Et du coup, ça me tend. Et j'essaye de pas trop le dire, mais donc du coup j'ai pris par exemple le lead de faire les menus de la semaine, de faire les courses et d'organiser l'alimentation de la famille pour ça. Comme ça, t'as un regard sur tout ce qui se passe dans l'assiette. C'est le contrôle en fait. Et moi j'ai pris le truc inverse, c'est que du coup moi j'ai trop peur de la frustrer, trop peur quand la frustrant, parce que je pense que moi il y a eu tout ce truc là de frustration machin. Du coup, je suis pas trop regardante sur l'alimentation. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. Et doser le curseur... Mais en fait, c'est parce qu'on a des visions biaisées, en fait. C'est-à-dire que c'est comme le truc de pas se voir dans le miroir tel que l'on est. En fait, la réalité, on la voit pas telle qu'elle est. Et du coup, c'est hyper difficile de savoir où est le curseur de... comment ça se passe quand c'est normal, mais ça c'est valable parce que
le trouble alimentaire reste aussi un trauma, clairement, mais c'est valable avec tous les traumas. C'est-à-dire que quand tu as un trauma qui a été... que tu as un trauma, tu as du mal à savoir quelle est si c'est une réaction au trauma ou si c'est quelque chose de plus normal à une émotion, machin. Oui. Et en fait, tu sais plus. Et c'est ça qui est hyper difficile. Et alors que des personnes qui n'ont pas ça, en fait, se posent même pas la question. Voilà. Et ça doit être très confortable, d'ailleurs. On vous envie fortement. Clair. Mais moi, j'ai eu heureusement autour de moi je me souviens, tout le monde a eu le même discours dans les professionnels de santé, et ce qui m'aide vachement, du coup, à lâcher un peu prise. Parce que moi, et là, quand elle est née, il fallait qu'elle mange. Si elle mangeait pas, c'était c'est biberon, c'est machin. J'étais là, waouh, quoi, mince. Au début, j'étais méga stricte sur ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà. Et j'ai vraiment lâché prise quand la pédiatre... Donc, 3 personnes qui ne se connaissent pas. La pédiatre, la sage-femme, ma thérapeute et ma nutritionniste, ça fait un paquet de monde, m'ont dit non, mais en fait, quand elle a plus faim, elle s'arrête. Ils connaissent leur satiété, il faut leur faire confiance, machin, truc. Et j'étais ok, ouais, en fait. Mais ça a changé ma vie aussi. Voilà. De ça. Ouais, parce que moi, je l'ai allaitée. Donc en plus, tu vois, moi, j'avais pas de vision. Ah oui, alors ça, c'est... Oh là là, j'aurais badé. Voilà, juste pour ça. Mais elle grandissait hyper bien. Après, moi, j'ai fait un beau bébé de 4 kg 290 à la naissance. Si tu veux, il y avait de la marge. Donc, en soi, elle avait pas de... Voilà. Mais il y a un mois, tu sais, normalement, ils sont censés prendre à peu près 1 kg par mois. En tout cas, ils te disent, moi, entre 2 et 3 mois, elle a pris 300 grammes seulement. Ah oui. Mais elle avait pris... Enfin, elle était de base. Bien... Elle dit, mais et j'étais là en flip, genre, j'étais une mauvaise mère et je l'affamais, enfin voilà. En fait, pas du tout, parce qu'elle avait pas faim, enfin, je veux dire, c'est juste elle. Et mon médecin m'a dit, vous vous rendez compte que de toute façon, si elle prend 1 kilo par mois avec là où elle est partie, à un moment, ça va plus être possible, en fait. C'est juste normal, c'est la régulation et c'est tant mieux, en fait, au moins. Et puis, est-ce qu'elle était très bien dans les courbes, elle était en pleine forme et tout. C'est le mois où, en plus, elle commençait à se retourner, donc en fait, il y avait aussi une dépense physique qui était logique. Et moi, ok. Vous savez, un bébé... Et moi, c'est la phrase, c'est un bébé ne se laisse pas mourir de faim. Ah oui. Celle-là, elle m'a vraiment enlevé un poids de me dire qu'en fait, si elle a pas faim, elle a pas faim. Oui. Tu sais, comme quand elle dormait longtemps. Moi, je sais que des fois, elle faisait des siestes hyper longues et je dis, mais... Faut la réveiller. Faut la réveiller, faut qu'elle mange et tout ça. Et en fait, non, s'ils dorment, c'est qu'ils sont bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, les bébés... Enfin, c'est l'environnemental, c'est la société et l'environnement qui change qui met des heures de repas, par exemple, le matin, midi, machin, tout ça. Alors que les bébés, mais c'est les trucs les plus purs. Enfin, genre, en fait, on devrait tous vivre comme ça. C'est vrai. Manger quand on a faim. Oui. Ma nutritionniste est en train de m'apprendre ça, à manger quand j'ai faim. De pas se forcer quand t'as un repas de famille. Et pas quand j'ai trop faim non plus. Non. Enfin, de manger avant d'avoir trop faim. Mais c'est super dur de retrouver sa satiété quand t'essayes d'y penser. Tu dis, c'est quoi avoir faim ? C'est l'estomac, c'est d'accord, ça tire. Mais en fait, les bébés, ils savent tout ça. En fait, on devrait vraiment s'inspirer de ça. Et au quotidien, alors c'est compliqué parce que quand tu vis, genre t'es à la crèche ou à l'école ou plus tard dans ton travail, t'as des heures à respecter et tout est heuré, normé. Alors moi, j'ai choisi une vie qui me permet de plus avoir ça. Ouais. Et c'est très, très bien. Mais du coup, pour les enfants, par exemple, manger à telle heure, tout ça, c'est pas toujours c'est clair évident. Que les enfants, ils ont la cantine, la cantine ou le repas du midi à midi, le goûter. Enfin non, mais oui. Et des fois, ils ont pas faim. Et moi, des fois, ça me stresse énormément quand Alice, le matin, par exemple, elle a pas faim. Ouais. Et je dis, mais en fait, attends, elle va pas manger avant telle heure et tout, elle va avoir faim. Et vraiment, c'est des choses qui m'angoissent et j'essaie de dire, non, mais mange un truc quand même. Et en fait, c'est elle qui me dit non. Et en fait, j'insiste pas. Ouais. Et ça va, en fait. Après, ils ont une collation, moi, je dis fruits à 10h. En vrai, ça va, quoi. Oui, mais c'est fou parce que quand tu penses, c'est pas grave et c'est rien. Non, c'est rien. Mais elle c'est clair que ça cristallise une angoisse. Ouais. Je pense que quand t'es pas nette avec la bouffe, toi, ça te... C'est ça, alors en fait, et puis c'est surtout le regard des autres. Enfin, je veux dire, je me dis, si dans une demi-heure elle dit à son instinct qu'elle a faim, qu'est-ce qu'il va le penser de moi ? Il va croire que je la nourris pas et tout ça. Alors qu'en plus, je suis ce genre de mère qui écoute beaucoup son enfant. Oui. Et... C'est vrai que dans tous tes podcasts, on le sent, ça que. Tu vois, mais ça, j'ai du mal à. Oui. Je crois que c'est le sujet où. On sait, tu vois, parfaitement qu'il faut qu'on force pas un enfant à manger et on l'a jamais fait. Elle a plus faim, vraiment, elle est à l'écoute de sa satiété. Mais moi, j'ai toujours cette petite voix qui me dit
attends, peut-être qu'elle a pas assez mangé, ou peut-être qu'elle a trop mangé, parce que des fois, elle a très faim, elle mange 3 assiettes. Et je lui dis, mais attends, là, c'est peut-être trop. Ouais. Et du coup, je lui dis, elle me dit, j'ai encore faim. Et je lui dis, mais non. Et des fois, je lui dis, mais non, t'as pas faim, tu viens de manger 3 assiettes. Et après, je dis, bah si, en fait, si t'as faim, mange une compote, mange un truc. Mais... Et mon premier réflexe, c'est de dire, bah non, tu peux pas avoir faim. Oui. Tu dois... t'as eu ta dose, normalement, t'as plus besoin. Mais c'est dur, hein. Moi, hélas, c'est chaud. un estomac, un moineau. Ah ouais? T'as un tout petit estomac et ça, c'est dur aussi à gérer. De comprendre qu'en fait, non, c'est tout. Elle a moins besoin que son frère. Et c'est OK. Et que en fait, c'est le principe même de l'individu, en fait. Enfin, on est tous différents, même si ce sont nos enfants, même si c'est... Voilà. Et ça, c'est... Non, c'est vraiment pas simple à gérer au quotidien, ce genre de choses. Et puis en plus, quand tu mets les mots anorexie, boulimie, tout ça, ça fait hyper peur aux gens. Hyper peur. Sauf que je pense qu'on est très nombreux. Oui, juste qu'on met pas de mots dessus. On met pas de mots dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des troubles sans s'en rendre compte. Enfin, sans... quand tu fais des régimes à répétition, des trucs comme ça, quand t'es obsédé par ton corps ou par machin, c'est qu'à un moment... Enfin, s'il y a un trouble, en fait. Voilà. Je pense qu'à partir... C'est sûr que la boulimie, il y a du vomissement. Donc, on va dire que c'est... Enfin, c'est plus facile à identifier comme trouble, mais en effet, quand tu t'alimentes plus ou beaucoup moins, avec... Oui, il y a 1000 personnes qui ont des troubles. Et puis qui sont très vulgarisés, j'ai envie de dire. Enfin, tu sais, genre c'est anodin. Quand tu vois, par exemple, des gens sur Instagram dire... ah bah là, faut que je perde autant de poids pour mon summer body. Enfin, tu vois, enfin dire ah mais non mais là, je suis pas assez ceci. Et des personnes qui en parlent ouvertement comme ça, comme si c'était normal. En fait, ça l'est pas. Et c'est ça qui est problématique, en fait, c'est que ça l'est pas. Notre corps, il est comme il est. Si on a envie de le mettre en bonne santé, on peut manger des choses qui nous permettent d'être en bonne santé. On peut faire un peu de sport parce que c'est ce qui est bon pour la santé. Mais dire, là, je vais pas manger pendant 3 jours parce que j'ai besoin de perdre du poids pour rentrer dans ma robe de mariée. Ça, tu sais, c'est des exemples comme ça, mais c'est des trucs que j'ai beaucoup entendus, en fait. Oui. Genre, adapter son corps aux vêtements, alors que c'est pas à son corps de t'adapter aux vêtements, c'est aux vêtements de s'adapter à toi. Donc, en fait, tu prends juste la taille qui te correspond aujourd'hui. Ouais, sauf que quand t'es pas d'accord avec ton corps et ton reflet dans le miroir, tu vois. Attention, ce que je dis là, c'est ce qui devrait être. Ça veut pas dire que c'est simple. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais après... c'est hyper important, le regard de l'autre, la confiance en soi, tout ça. Et c'est vrai que, c'est... Puis tu rajoutes à cela la maternité. Ouais. C'est hyper chaud parce que déjà, dealer avec ton problème à toi, avec ton miroir à toi, avec ta balance à toi, c'est déjà un délire. Mais alors, quand t'as un enfant, d'avoir peur, en fait, de retransmettre et de... Et c'est ça, et la peur qu'ils deviennent... qui prennent un peu tes mauvais côtés, quoi. Et tu te dis, bon... faut faire en sorte que ça se passe bien. D'autant que manger, c'est 3 fois par jour, quoi. Enfin, et puis c'est surtout juste un truc vital à la base. Enfin, oui, je veux dire, ça. Mais donc c'est omniprésent dans nos vies. Donc, surtout en France. Surtout en France, surtout quand papa est cuisinier. non, mais oui. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Quand vous avez eu envie d'un deuxième... Est-ce que vous avez eu envie d'un deuxième? Ou alors est-ce qu'il est arrivé par surprise? Tiens. Il est arrivé carrément par surprise. Alors, on voulait un deuxième enfant. Pas du tout à ce moment-là. Je suis tombée enceinte de Joseph quand Ella avait 9 mois. Et donc, à ce moment-là, c'était Covid, donc j'ai accouché d'Ella pendant le premier confinement. D'accord. On était tous sous cloche, là. Et donc, mon mec, qui bosse en restauration, il ne travaillait pas. Donc, c'était trop cool d'avoir papa à la maison. Et puis, alors, lui, c'est une mère, quoi. Il va rigoler s'il entend ça, mais il est vraiment très, très... paternel, mais plus, donc c'est cool. Il était hyper présent pour Ella. Bref, moi, je travaillais, en fait. J'ai repris assez vite le boulot, malgré le Covid, avec les fermetures de boutiques, tout ça, mais voilà. Lui avait son projet de resto, d'ouverture. Ouais. D'ailleurs, pendant cette année où il était beaucoup à la maison, ma boulimie s'est énormément estompée. Et ça, c'était vraiment vachement reposant pour mon corps. Et puis, c'était en plein postpartum, du coup.
Et j'étais en plein postpartum. Postpartum qui c'est plutôt... j'ai fait un baby blues de 2 semaines, mais à part ça, c'était très bien passé. Parce que moi, j'ai un peu ce truc aussi du FOMO. Tu vois ce que c'est ? The fear of missing out. Exactement. Donc, qu'il n'y ait pas de barre d'ouvert, qu'il n'y ait rien d'ouvert. Moi, ça m'allait très bien. Je loupais rien. Voilà. Donc, non, pour Ella, ça a été. Et donc, lui, projet d'ouverture de restaurant. Et en fait, le moment où je suis tombée enceinte de Joseph, ce qui était absolument pas prévu, puisqu'on faisait attention, même si on sait bien que ça ne marche pas. Maintenant, on a compris que ça marchait pas. Mais là, en fait, j'ai accouché au moment où ils ont ouvert le restaurant. Genre 2 mois après l'ouverture. Donc grossesse de Joseph, super difficile pour moi à vivre. Très difficile, ouais. Franchement, ouais. Par rapport à quoi ? J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Parce que c'était pas prévu ? Parce que c'était pas prévu, parce que j'étais tout juste en train de retrouver un équilibre à 3 et un équilibre de couple. Parce que Ella avait 9 mois, donc encore un tout petit bébé, mais on sortait des 6 premiers mois un peu plus, voilà, où les nuits sont dures, tout ça. Enfin là, on sortait la tête de l'eau. Il y avait quand même ce resto. Donc ouais, j'étais perdue, quoi. Et puis une idée d'avoir 2 enfants très rapprochés aussi. Ouais. C'était vraiment... J'ai encore du mal à expliquer le sentiment que j'ai eu, mais c'était vraiment le bordel dans ma tête, quoi. Ouais. Et c'était les échos, tu vois, je pleurais, mais je voulais pas regarder l'écran, je pleurais un peu en mode je sais pas ce qui m'arrive. T'as eu du mal à accepter la grossesse et le bébé ? Du coup, j'ai eu du mal à accepter la grossesse. Le bébé, tu te connectais un peu avec lui, t'essayais de voir des trucs par rapport. Moins qu'avec Ella, clairement moins. Après, ça, c'est le lot de tout deuxième, tu vois. Mais aussi. voilà, est-ce que c'est parce que c'était le deuxième ou est-ce que Mais après, peut-être, oui et non, parce que t'as des deuxièmes très, très désirés ou qui ont moins d'attention parce que forcément, le premier prend plus de temps, tu sais, c'est pas la même chose. Mais il y a aussi, ça doit être compliqué quand c'est pas dans tes plans. Je parlais quand même beaucoup à ce bébé, je me souviens m'être dit, parce que je culpabilisais énormément d'avoir ce sentiment-là, et donc j'avais peur aussi, pareil, de lui transmettre une mauvaise énergie, donc je lui parlais beaucoup, et très vite, je me suis mis dans un projet de naissance physio, et je me suis dit, ok, là, on va s'investir à fond, tu vois, genre en mode, je sais pas si c'est une bonne solution, mais au moins, je me suis dit, on va détourner l'attention, et on va se dire, bon, vas-y, trouve je me suis vraiment investie dans ce projet physio, tu vois, j'ai pris une doula, j'étais au taquet, donc ça a un peu... Heureusement que j'avais ce truc-là, ça m'a un peu t'a aidé guéri un peu plus à investir. J'ai investi la grossesse comme ça. Voilà, après, c'est sûr que, oui, mon mec s'est mis à rebosser. Quand Ella avait 1 an et quelques mois, qu'elle a marché tard, lui il bossait 70 heures semaine parce qu'ils n'avaient pas encore staffé le resto. Moi j'étais énorme. Tu vois le truc où je me suis dit waouh, là ça va être dur. Là c'est dur, quoi. Donc il y a eu tout ça pas cool. Et puis j'ai accouché de Joseph. Trop bien, projet d'accouchement physio dans la baignoire, canon, qui en plus a été une super réussite, un très bel accouchement, et là aussi c'était un très bel accouchement, hein. J'ai eu 2 accouchements vraiment très chouettes, donc je pense que ça c'est cool, que ça a été une réussite, parce que peut-être ça m'aurait mis un coup un peu, vu que je m'étais quand même investie là-dedans. Est-ce que tu avais demandé le sexe de Joseph ? Ah oui, alors oui, j'avais demandé le sexe de Joseph, petit boy, et donc très heureuse d'un petit garçon. Mais du coup, comme j'avais eu une fille et que j'aimais ma fille d'amour, en fait, j'étais ok d'avoir 2 filles, tu vois. Maintenant, cette angoisse-là était quand même passée. Mais ravie d'avoir un petit mec. Et je me suis dit, parfait. Moi, je me voyais pas, j'avais pas les épaules pour en avoir plus que 2. Donc, je me suis dit, trop bien. Petit garçon, petite fille. Trop cool. Ouais. Trop bien. Et alors, Joseph arrive. Joseph arrive, comme un boulet de canon. Joseph arrive, et là, oui, c'est la dégringolade. Ouais, là, ça a été
très très dur. Là, À quel niveau? Donc il arrive fin septembre et là bah c'est dur parce que le papa est pas présent pas comme présent, il l'était comme pour il le l'était coup. pour Ouais. Ella, oui, c'est évident. Il est franchement, il s'est dégagé quand même du temps pour être là. Enfin, je me dis waouh, parce que ça faisait que 2 mois qu'ils avaient ouvert. Même son associé et tout ça, il a été quand même méga cool avec Pierre et tout. Enfin, il a réussi à gérer quand même les deux. Il faisait les nuits. Enfin, il était, c'était un warrior. Mais c'est vrai que moi, j'étais quand même très seule. Voilà, 2 enfants en bas âge, mon business à tenir. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées. Le resto avec mon mec qui est pas là, mes 2 enfants en bas âge, Joseph qui a fait du RGO. Donc le Covid qui était encore là, donc à la boutique les filles, il y avait des arrêts Covid forcément. Charlet, donc mon bras droit de la boutique, qui était enceinte aussi. Excellente nouvelle, hein, mais c'est vrai que forcément tu dis waouh, tout arrive en même temps, donc il va falloir être là. Mais là, à ce moment-là, j'étais plus là. Mais il fallait que je sois là. Donc oui, moi, ça a été la dégringolade dans ma tête, clairement. Donc là, je suis partie en dépression postpartum. Donc, j'ai pas fait de baby blues, mais j'ai fait carrément une dépression postpartum qui a été dure. On a failli se séparer avec mon conjoint parce que moi, en fait, je savais plus, je voyais plus clair. Et voilà, et on a mis des choses en place. Je suis trop contente parce qu'à ce moment-là, il a su m'entendre. Enfin, il sait tout le temps m'entendre, mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui arrive à parler quand même avant que ce soit trop tard. Et donc, on a mis des choses en place qui ont été que lui s'est libéré un peu plus de temps au resto. Il s'est libéré les samedis. Ça a tout changé dans ma vie. Parce que je pleurais le vendredi d'angoisse du samedi toute seule, tu vois, avec mon bébé RGO tout petit qui était tout le temps mal, ma petite qui avait même pas 2 ans, donc là c'était une période bien pourrie et en janvier, février, mars, tout ça, ça a un peu petit à petit remonté. Joseph est allé mieux au bout de 6 mois, donc tu dors plus, ton corps il récupère un peu, Pierre se libère un peu plus du resto, enfin les choses se mettent un peu plus en place. C'est marrant, le RGO, c'est un problème alimentaire. Enfin, entre guillemets. Oui, bah bien sûr que j'y ai pensé. Et il se me dit, c'est fou, c'est mon garçon qui a fait ça et pas ma petite fille, tu vois. Après, bon, il y a des gens qui sont troubles alimentaires qui ont RGO. Oui. Mais en effet... Mais ça peut te poser question, tu vois. Enfin, est-ce que ça t'a fait peur, d'ailleurs? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu... Très vite, j'ai compris que c'était du RGO. Parce qu'autour de moi, j'avais eu des amis qui avaient eu des bébés RGO. Et c'est d'ailleurs mes amis qui m'ont assez vite dit il y a un truc. D'où l'importance de l'entourage. Ouais, ma pédiatre que j'adore, parce que j'entends beaucoup de discours de mon pédiatre a voulu attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, je lui ai direct dit non, mais là, il fait ci, il fait ça. Elle a direct compris, bim, traitement. Mais le traitement a mis énormément de temps à agir. Mais oui, ça m'a interpellée. Puis il a eu une sonde à l'hôpital, machin, délire. Enfin, on a quand même été voir assez loin ce truc-là. Et de toute façon, ça se voit qu'il est encore un peu gêné. Mais oui, et moi, j'ai beaucoup de reflux. Tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, on met plus facilement des mots dessus, RGO, tout ça, avec nous, dans nos générations, peut-être un peu moins. On parlait de coliques. Oui. Alors qu'en fait, non. Mais moi, j'ai pas eu de RGO, par exemple, tu vois. Moi, j'ai eu des problèmes alimentaires. Mais je l'ai appris, genre, hyper tard. J'avais des problèmes alimentaires dès ma naissance, en fait. Ah, tu vois, c'est fou. C'est dingue, hein. Je refusais tous les laits, qu'ils ont essayé de n'importe quoi, et ça marche. Donc, je sais pas pour quelle raison. Je sais pas si c'est une allergie alimentaire ou une intolérance, je ne sais pas du tout. Mais je sais que mes parents ont galéré avec ça. Et tu vois, moi, ma mère, en voyant du coup Joseph, m'a dit ta sœur, je pense qu'elle avait comme Joseph, parce qu'elle a galéré aussi avec ma sœur, elle était tout le temps verticale, elle apparemment...
Mais à l'époque, Mais il y avait pas ce genre de... prenez votre bébé ou laissez-le pleurer, ou c'était une autre... Ou c'est... juste le mot colique qui Oui. était mis à toutes les sauces. C'est clair. Les coliques, 6 mois, 24 heures sur 24, non. Puis quand tu te rends compte que ça va mieux avec la diversification, avec plein de choses et tout ça, enfin c'est... Bon, après, c'est aussi le lot de la science qui avance aussi, et les recherches qui avancent aussi, hein, c'est normal, hein, qu'on sache plus de choses aujourd'hui qu'il y a 30 ans, tu vois. Mais oui, non, c'est intéressant de regarder. Alors, voilà, après, c'est peut-être la psychologie de comptoir, j'en sais rien, tu vois, de dire quels sont les liens, quels sont les liens entre les RGO, les troubles alimentaires derrière, parce que forcément, ça doit créer du... Enfin, quand t'as mal, quand tu manges, ça peut que créer un trouble, en fait, derrière. Ça, moi, je me suis dit, je suis allée voir une kinésiologue, justement, pour Joseph, pour son RGO, et donc on a remonté un peu les mois de la grossesse, parce qu'il y a un rendez-vous de kinésiologie, c'est assez marrant. J'en ai fait un avec Alice. Tu remontes dans le temps, comme ça, et en fait, oui, tu vois, il y a ce truc à un moment donné... il y a eu un truc dans mon ventre qui ça correspond à des événements et tu dis on sait pas, on saura jamais, mais tout ça peut être lié et oui ça c'est clair que je me suis dit voilà quoi, il a quand même un truc lié à l'alimentation et encore une fois il avait du mal à se nourrir, ça me stressait, c'était quand même... C'est dur, quoi. Ouais. Et après, j'ai lu, ça je l'ai lu vraiment, il y a les bébés nés par césarienne ont plus de chances d'avoir des RGO que les bébés voix basse. Parce qu'ils prennent pas toutes les trucs, les bactéries du vagin que les bébés par voix basse prennent. Et ça, c'est des trucs qui viennent protéger ta flore intestinale. Et donc, du coup, c'est vrai que les bébés qui ont pas ça parce qu'ils sont nés par césarienne ont plus de possibilité d'avoir des douleurs et des RGO. Non mais attends, moi Joseph il est né sans rien, sans péri, sans rien. Il a pris toutes les bactéries. Il a pris toutes les bactéries et après, bim, 6 mois d'inexium, dosé plus. Je me suis dit putain. Mais après ça veut rien dire, attention, c'est pas parce qu'un bébé est né par césarienne qu'il va forcément avoir un RGO, c'est juste que oui, non mais j'avais déjà entendu ça aussi. Mais voilà, non, ça veut rien dire. Mais oui, j'imagine que quand tu vois ton gamin avec des troubles de l'alimentation déjà, ça doit réveiller quelque chose en toi qui est pas simple, quoi. Pas simple du tout. À gérer, en carrément. Effet. Et quand est-ce que tu vois, je pensais, pardon. Non, vas-y. Et en même temps, tu vois, j'ai passé quand même 6 mois, donc collée à mon bébé en kangourou, quoi. Et donc je pouvais pas faire de crise, tu vois. Et je me disais, est-ce que mon bébé, il est pas en train de me sortir aussi de ça ? Enfin, tu vois, il y a eu ce truc-là où vraiment, c'était pas possible. Donc j'avais vachement parce que bon, moi c'est très nocturne, mes crises, voilà, et j'avais ce truc là où je me disais en fait mon bébé il est là, il veut pas, tu vois, je sais pas, il y avait ce truc là. Maman, un peu comme une protection, un petit ange gardien, c'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, comment tu vas, Constance? Je vais bien. Voilà. D'ailleurs, si je fais ce podcast, c'est que je vais bien, parce que on en a parlé il y a un petit temps et je n'étais pas prête tout de suite. Non, je vais bien. Je suis pas guérie. Est-ce qu'on en guérit vraiment un jour ? Non, moi je pars du principe, ça me stresse d'ailleurs, ça me met une pression de me dire qu'il faut que j'en guérisse. Je pars du principe que ce sera une bagage que je vais traîner toute ma vie. Il y aura des ups, des downs, mais là en ce moment ça va. Je me sens apaisée avec ça. T'es bien accompagnée ? Je suis bien accompagnée. Par quel type justement de professionnel tu t'entoures ? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui en fait viennent en t'écoutant de mettre des mots sur ça et qui ont besoin d'un accompagnement, ça pourrait les aider sans doute. Alors j'ai vu plus jeune, j'ai vu des psychiatres, des psychologues, et puis j'avais tout arrêté et là je suis retournée voir une psychiatre. En fait, je suis allée voir mon médecin généraliste en détresse cet été. Parce que c'est vrai que j'ai fait... Je pense qu'à la fin de tout cet épisode, Joseph, Resto, tout ça, j'ai fait un méga down. Et là, l'envie de rien. Donc là, j'ai été mise sous antidépresseurs avec une psychiatre. Mais l'idée des antidépresseurs, c'était du coup de sortir la tête de l'eau pour un peu essayer d'avancer, de trouver... Oui, parce que quand t'es dans le fond du fond...
tu peux pas t'en sortir. Et parce que beaucoup de gens qui diabolisent les traitements antidépresseurs, alors qu'en fait, c'est juste une béquille pour pouvoir mettre en place un travail. Oui. Moi, j'étais pas capable. Je broyais du noir. J'avais plus envie d'exister. Donc là, c'était de sortir la tête de l'eau. Donc ça m'a permis de sortir la tête de l'eau. J'ai vu cette psychiatre qui donc m'a traitée avec des médicaments. En parallèle de ça, j'ai une amie qui m'a conseillé sa thérapeute. Donc elle n'est pas psychologue, mais elle est psychothérapeute, voilà, que je vois régulièrement, avec qui du coup je fais plutôt un travail de fond. C'est pas, je la vois 1 à 2 fois par mois, c'est pas énorme, mais ça me permet. Ça te permet d'extérioriser les choses. Ouais, c'est ça. Et puis d'avoir un petit cadre. Moi, j'ai besoin d'avoir un cadre, je pense. Et donc, cette thérapeute m'a conseillé une nutritionniste naturopathe que je vois depuis pas si longtemps que ça, depuis quelques semaines, mois maintenant. Et donc maintenant j'ai arrêté les antidépresseurs depuis très peu de temps là, mais donc ça m'a juste aidée. Et là, je continue à voir ces 2 personnes-là. Donc c'est vrai que j'avais un peu une palette parce que j'étais prête à ce moment-là. Parce que là, tu vois, je sens que là, je commence à... C'était trop, il fallait que je réduise, tu vois. Donc là, aujourd'hui, nutritionniste et thérapeute. Mais c'est pas toutes les semaines, c'est une fois par mois. Mais ça te permet de... Tu vois, moi, quand tu me parles de thérapeute et que tu vas lui parler, j'ai l'impression... L'image que ça m'évoque, c'est vraiment de sortir les mots plutôt que la nourriture. Ouais, bien sûr, carrément. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que parfois c'est juste un trop-plein, mais qui est illustré par la nourriture dans ce cas de trouble, dans ce trouble-là. Mais en fait, c'est autre chose qu'on veut sortir bien parfois. Sûr. C'est des douleurs qu'on veut sortir. Et c'est bah oui, moi c'est une soupape. C'est exactement ça. En fait, et donc du coup, pouvoir avoir la possibilité d'avoir une personne à qui tu peux sortir tout ça avec des mots, c'est plus sain finalement, meilleur pour ta santé mentale et physique que rester seul face à ce trouble-là et rester seul face à ces anxiétés, parce qu'en fait tout ça c'est une manifestation de crise anxieuse en fait. C'est une façon de manifester une crise anxieuse. Il y en a d'autres, ça va être... Il y a des gens qui se scarifient, il y a des gens qui mangent leurs cheveux. Enfin, il y a plein de façons d'extérioriser un trouble anxieux. Et chez beaucoup de gens, ça passe par des troubles alimentaires. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, entre guillemets, de plus facile à cacher, qui te fait, a priori, d'apparence le moins de mal. Physiquement. Je pense que tu as un truc de sucre qui t'envoie un truc dans ton corps d'un coup de... Voilà, et quand tu vas exploser, hop. Et puis c'est très accessible, la nourriture. Sûr, c'est un truc vital, donc que ce soit de l'hyperphagie en mangeant, soit de la boulimie ou que ce soit de l'anorexie en s'en privant. Ça veut dire quelque chose, mais c'est une manifestation de trouble anxieux. Comme la personne qui boit 2 bouteilles de vin Exactement. le soir. Exactement. C'est ça, hein. Donc, c'est hyper important d'être accompagnée. Enfin, moi, j'ai des périodes où je suis très accompagnée, des périodes où c'est le néant, parce que d'un coup, je dis j'en ai marre. Là, j'essaye de me dire, bon, non, fais pas ça. En fait, c'est un peu délicat, mais c'est un peu comme tout. Hein, tu sais, c'est les maladies mentales de manière générale. Quand tu es soigné pour une maladie mentale, il y a toujours un moment où ça va, tu es stabilisé, donc tu crois et tu te dis que tu n'as plus besoin de ce qui te stabilise, parce qu'on est aussi dans une culture du guérir et pas du soin au quotidien. Dire qu'on attend d'aller mal pour soigner. Alors qu'en fait, on devrait se soigner avant même d'avoir mal, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rechutes chez les personnes qui ont des maladies mentales, que ce soit de la dépression, que ce soit des maladies plus poussées, type bipolarité, trouble bipolaire. J'aime bien utiliser les bons mots. Tout ce qui est autour de la schizophrénie aussi, parce qu'en fait, c'est des patients qui vont arrêter leur traitement à un moment parce qu'ils se sentent bien, invincibles, et donc ils se disent qu'ils n'en ont pas besoin. Et donc, ils arrêtent leur traitement et paf, t'as forcément une rechute à un moment. Mais en fait, c'est la même chose sur tout ce qui va être autour des addictions. Alcoolisme, tabagisme, drogue et autres addictions, parce qu'il y en a plein. La nourriture, le sucre, enfin tout en fait, en vrai. On est là en train de juger les cocaïnomanes, mais quand t'as besoin de ta dose de sucre, c'est pas mieux. Non, mais pour moi, je le vois vraiment comme une addiction. Exactement. Et les troubles alimentaires aussi, et ce qui fait qu'en fait, quand t'es sur une bonne pente, un truc où ça va bien... en fait, c'est là où tu rechutes, parce qu'en fait, ce sont des troubles chroniques
Et c'est pour ça que je dis t'es jamais vraiment guéri, Non. à moins que ça fasse 10 ans que t'es genre plus trouble et que t'y penses plus et tout ça. Oui. Mais en même temps, je pense que c'est toujours en un coin de ta tête. Même si tu passes plus dans Non. l'acte, je pense que dans ta tête, C'est toujours toute là. ta vie, tu auras cette petite case en toi qui y pensera. Tu sais, moi, quand je saute un repas, je suis contente. Alors que Alors des que troubles, tu sais je n'en ai que en soi. voilà, mais- Enfin, je fais plus attention comme je faisais attention. Ouais. Enfin, voilà. Mais je sais que bizarrement, quand je saute un repas, T'as une petite fierté en j'ai toi. une petite fierté C'est dingue. Hein. qui n'est tout. plus censée être présente, qui Mhm. ne m'en... Enfin, je dis pas que c'est pas que ça m'en dit plus en tout cas, ça n'a pas d'incidence sur ma santé. Moi, je le compare beaucoup à la cigarette parce que j'ai été... Fumeuse. Ouais, 2-3 quand même, de temps en temps. Oui. Ah merde, j'en avouais ça sur mon podcast, mais j'essaye de pas le faire parce qu'en fait, justement, pour moi, par exemple, montrer qu'on fume une cigarette sur Instagram, pour moi, par exemple, c'est pas anodin. Tu vois, montrer des trucs, c'est pas anodin parce qu'en fait, ça valide le fait que... Parce que moi, ça m'est arrivé de dire, en fait, si elle le fait, c'est que c'est bon, je peux le faire, c'est pas si grave que ça. C'est pas qu'une cigarette en soi, c'est pas grave, c'est pas tellement ça, mais quand t'as un passé addictif, une cigarette, ça peut te refaire plonger. Alors moi, j'ai la chance que ce soit pas le cas, mais il n'empêche que, en fait, dans le fond de mon cerveau, j'y pense tout le temps. C'est-à-dire que je sais quand je vais avoir une soirée et quand je vais fumer une cigarette. Mais j'y pense, tu vois, genre, dans 2 jours, dans 3 jours. C'est pas, dans 3 jours, je vais retrouver mes copines. C'est, dans 3 jours, je vais pouvoir fumer une cigarette. Dingue, hein. Et ça, je sais ce que ça veut dire. C'est juste... Ça, c'est que t'as encore ton système d'addiction bien sûr. en Et, tête, et en vrai, je l'aurais toute ma vie. Parce c'est que comme moi, les gens... C'est comme ça avec tu une vois. crise de boulimie. Tu je vois. sais que vendredi, j'en ferai une. Je la fais peut-être pas, mais au final, Ouais. je la... Ah oui, oui. Tu le sais. Ouais. Et tu la programmes dans ta tête et t'y penses. Ouais. Et c'est vraiment très très relou. Mais après, il y a des personnes qui sont plus sujettes, qui ont des terrains plus sujets à l'addiction et à ces troubles-là, en fait. Tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. C'est aussi parfois des mécaniques chimiques dans le cerveau qui sont juste hors de notre contrôle, surtout concernant les addictions. Mais ouais, non, c'est vraiment les mêmes mécanismes. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal avec les gens qui disent, tu sais, qui jugent les gens qui sont addicts, les gens parce qu'en fait, ils savent pas ce que c'est. Et tu peux pas, en fait, c'est pas juste si tu décides d'arrêter. C'est comme la cigarette, genre, c'est une question de volonté. Alors oui, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est une question de volonté dans le sens où il faut être plus fort, mais c'est pas juste je le veux, je le peux. C'est pas une faiblesse de pas y arriver, en fait. C'est ton cerveau qui t'envoie des messages, en fait. C'est ton cerveau qui va, si c'est de la clope, te montrer toutes les clopes aussi. C'est comme quand tu... Non, mais c'est vraiment... comme quand tu cherches à être enceinte. Et que tu vois toutes les femmes enceintes. C'est exactement la même chose. C'est pas toi qui le cherches. C'est clair. C'est dire à une femme en PMA, arrête d'y penser. Please, c'est pas ça. Ton cerveau, il te demande pas ton avis, en fait. Ouais, exactement. Et c'est vachement plus difficile que ça. C'est pour ça que c'est important pour moi de parler de tous ces sujets-là, parce qu'en fait, j'espère que les gens vont moins se sentir seuls par rapport à ça et moins et pas se sentir faibles parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter une crise ou à s'empêcher d'avoir une crise quelconque, qui vont à rechuter sur quelque chose. Moi, je sais que j'ai beaucoup culpabilisé quand j'ai rechuté un petit peu dans le tabac. Ce que je vis actuellement, je culpabilise vachement. Parce que je me trouve pas à la hauteur de moi-même. Et je trouve ça dommage d'avoir réussi à pas fumer, par exemple, autant de temps et de craquer et Et encore, c'est des cigarettes de soirée. De plaisir. Et en même temps, ça devrait pas l'être. Mais non. Tu vois. C'est pas anodin, en fait, tout ça. Et l'alcool, c'est la même chose. Tu vois, l'alcool récréatif, machin. Oui, mais en fait, non. C'est pas... Moi, je sais que l'alcool a pas d'effet. Addictif sur moi. J'ai pas d'addiction. Oui. Tu vois, genre, j'ai pas ce problème-là de me dire... genre, si j'ai une soirée, je me dis pas « Ah, chouette, je vais pouvoir boire un verre. » Non, c'est chouette, je vais pouvoir fumer une cigarette, mais pas boire un verre. C'est-à-dire que je passe plein de soirées sans boire d'alcool et ça me va très bien. J'ai pas... T'as pas ce truc-là. Mais je sais qu'il y a plein de gens dont c'est le cas. Et c'est pour ça que j'essaye de moins montrer, par exemple, sur mes réseaux sociaux, un verre d'alcool ou dire c'est trop fun de boire un verre d'alcool. Et tu ne me verras jamais sur Instagram avec une cigarette. Jamais. Je ne veux pas. Là, j'en parle parce qu'on est sur un cadre. Oui, sur un sujet. Et parce que, justement, j'explique que c'est pas fun. Même si je le fais. C'est pas fun. Et c'est pas anodin. Et je pense que les gens qui le font veulent se rassurer sur le fait que, c'est pas grave. En vrai, ça peut le devenir. En fait, à partir du moment où il y a quelque chose d'extérieur qui te contrôle,
c'est problématique. Que ce soit, voilà. Et en fait, il y a des moyens de se faire aider. Ça veut pas dire qu'on va arrêter de le faire. Oui. Mais si on est accompagné sur ces thématiques-là, c'est toujours mieux, en tout cas. Et ça veut pas dire qu'ils vont se résoudre du jour au lendemain, ça veut pas dire que c'est pas dur, parce que par contre c'est hyper dur, je trouve, d'aller en thérapie, d'aller raconter, d'aller décortiquer, c'est toujours hyper douloureux et je pense que ça demande énormément de courage de le faire, et moi j'admire énormément toutes les personnes qui le font. Du coup je m'admire moi-même. De l'argent. Et ça demande énormément d'argent. Quand même, mine de rien, c'est un sujet. Quand tu... la séance à 90 balles, moi j'aimerais tellement que ce soit remboursé comme, en fait. Tu vois, c'est vrai comme ton rendez-vous chez le médecin généraliste. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un truc où tu te dis, j'investis en moi, quoi. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais tout ça, ça participe au tabou sur la santé mentale et la bonne santé mentale. Parce que pourquoi on rembourse des chimiothérapies et pourquoi on ne rembourse pas les séances de psy, parce qu'en fait, la dépression, c'est une maladie. C'est une maladie mortelle. Et ça, alors tu peux aller voir un psychiatre et en effet, c'est remboursé. Mais aujourd'hui... Oui, mais c'est pas suffisant, c'est ce que tu disais. Les psychiatres, je suis désolée, mais moi, j'en ai appelé quand j'étais en détresse. T'appelles ça au mois d'août, rendez-vous fin septembre ou octobre. Ah non, mais en fait, là, c'est tout de suite que je suis en détresse, quoi. C'est ça. Et c'est pas un psychiatre, c'est pas chez un psychiatre que tu vas parler, c'est chez un psychothérapeute. Et c'est pas la même chose. Alors, je pense que les deux sont complémentaires dans certains cas. Enfin, je veux dire, quand t'es moi, vraiment... ça a été très complémentaire. En fait, je pense que tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Exactement. Parce que juste compter sur tes antidépresseurs, c'est comme mettre un pansement ou une rustine sur ton pneu. Il y a un moment, ça va péter, en fait. C'est pas à long terme, il faut changer le pneu ou faut aller plus en détail. Il faut aller vraiment chercher la cause du mal-être, en fait, parce que c'est reculer pour mieux exploser, en fait. C'est clair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, waouh, c'est dommage, quoi. C'est dommage que ça soit pas remboursé. Complètement. Mais tu vois, vraiment, c'est ça, c'est ce tabou qu'il y a autour de la santé mentale, parce que la santé physique, on part du principe que c'est pas ta faute, et la santé mentale, on part du principe qu'en fait, c'est juste toi, c'est ta volonté. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est exactement les mêmes mécanismes. C'est juste que ça se voit moins sur la santé mentale, ça se voit pas, t'as pas un pansement, t'as pas... Oui, tu peux pas diagnostiquer complètement avec un stéthoscope. Je me suis cassé le bras, c'est facile. C'est clair. Je me suis cassé un bout du cerveau, c'est un peu moins facile. Ça veut dire et puis c'est réparable surtout, enfin, je veux dire, on peut se faire accompagner et aller mieux, en fait. C'est vraiment ça, le truc qui est important. Et vraiment, sur la dépression, c'est une putain de maladie mortelle, en fait. C'est clair. Ça se finit par un suicide si t'es pas accompagné, en fait. Ça peut alarmer quand je dis ça, mais c'est la vérité, en fait. Et quand t'as des enfants en plus pris dans cette spirale... C'est horrible pour les enfants de vivre avec des parents dépressifs. Moi, j'ai vu Ella... Clairement, j'ai vu qu'Ella, elle allait beaucoup mieux quand j'allais beaucoup mieux. Enfin, il y a eu toute une période où elle me rejetait. C'était super dur. Elle était très papa. Elle m'a beaucoup rejetée. Elle m'a beaucoup... un peu punie à sa manière, mais bon, c'est je pas l'ai de la pris punition, comme ça, mais c'est juste, elle va vers l'adulte de parce que elle va vers l'adulte de référence, le point safe, le plus safe. Mais c'est vrai que mais ça te laisse de l'espace pour prendre soin de toi. Carrément. Et aujourd'hui, mon Dieu, c'est génial notre relation, mais c'est vrai que je sais plus ce que je ça a une incidence sur tout le monde, en fait, ça a sur une les incidence enfants, sur tout le monde. Et c'est vrai que c'est important de te rééquilibrer pour rééquilibrer ta famille. Et voilà. Et maintenant, c'est... Ça n'empêche pas les mauvaises passes, il y en aura toujours, en fait. Mais ça fait juste partie de la vie, en fait. Carrément. Mais là, aujourd'hui, vraiment, les mauvaises passes me font moins peur. Mais je me dis, voilà, aujourd'hui, le challenge, c'est de se dire, bon, on va essayer d'être cool avec ça, hyper détendu avec ça, pour pas... que c'est trop d'incidence sur la vie d'Ella et Joseph, pour pas qu'ils partent en cacahuète comme j'ai pu le faire. En tout cas, tu mets en place plein de choses. Enfin, t'as plein de clés qui peuvent t'aider toi, et du coup qui aident tes enfants et qui aident tout ton entourage. Ça veut pas dire qu'ils vont pas développer des troubles, potentiellement peut-être, mais en tout cas, si ça arrive aussi, tu pourras avoir les clés pour les accompagner. Et ça, c'est important, parce que on peut pas tout empêcher. C'est pas parce qu'on prend soin de soi, qu'on fait des thérapies et tout ça, que ça va empêcher nos enfants de vivre des choses. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ils ont leurs casseroles, ils ont les nôtres. Enfin voilà, il y aura des trucs, mais ça nous donne aussi des clés pour les accompagner. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper chouette.
C'est trop cool. Bah oui. Merci Constance. Merci à toi. On fait un peu d'auto-promo. Allez, on fait un peu d'auto-promo. Si on veut aller voir tes créations, où est-ce que ça se passe ? Ça se passe rue des Bouchers, au 3 bis rue des Bouchers, donc dans le Vieux-Lille. J'ai ma boutique atelier. Ouais. Donc, vous pouvez venir me voir pour découvrir mes créations. Après, c'est aussi sur mon site constancelle.com. Voilà, avec plaisir pour vous voir à la boutique. Eh ben, merci beaucoup, Constance. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 5 avril, AD-MEM2LP écrivait « Que c'est bon d'entendre des témoignages criants de vérité et d'émotion. Merci Élise. Merci AD-MEM2LP pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.